Dans ce numéro spécial mer, des maquettes de sous-marins affrontent des tempêtes en modèle réduit. Comment l'on a découvert un véritable fossile vivant? Pourquoi il ne vaut mieux pas se baigner sur certaines plages de France? Et pourquoi il y a une marée haute ou basse toutes les 6h12 exactement? Bonjour, aujourd'hui un numéro très aquatique. Et pour commencer, nous allons nous pencher sur l'hydrodynamique, une discipline méconnue mais fondamentale dès que l'on s'intéresse aux bateaux ou aux sous-marins. Et une discipline aussi qui laisse la part belle aux expériences. Regardez. Le principal ennemi à l'avancée d'un bateau, c'est la résistance de l'eau. C'est elle en effet qui freine la progression de la coque et nécessite toute la poussée de la voile ou du moteur pour obtenir de la vitesse. C'est pourquoi la conception de cette coque est primordiale. Elle se fait d'abord sur le papier et sur des écrans d'ordinateur. C'est le travail des architectes navals. Mais tous leurs calculs doivent repasser à la moulinette des tests, une étape importante réalisée sur des maquettes à échelle réduite. Ces maquettes sont faites au bassin des Carènes, à Paris, un organisme militaire qui se charge aussi des tests pour les navires civils. Certaines des maquettes sont construites en bois, d'autres en paraffine. Dans ce cas, c'est un moule en résine qui donne la forme générale et la finition est faite à la main. L'avantage d'un matériau comme la paraffine, c'est qu'elle permet de retravailler à loisir la forme du bateau et de vérifier immédiatement l'effet des modifications. C'est 216. Le premier contact avec l'eau se fait dans ce type de bassin. 200 mètres de long, 10 de large et une batterie d'instruments de mesure. Les coques testées sont entraînées par un plateau mobile sur lequel est installé le laboratoire. De cette façon, tous les paramètres sont enregistrés en temps réel. Pour que les mesures soient effectuées avec le maximum de précision, la coque testée est recouverte de repères chiffrés. Ce que l'on enregistre ici, c'est son comportement lors d'un déplacement face aux vagues. Cette tige de métal enregistre le tangage, c'est-à-dire le mouvement vertical de la coque qui suit celui des vagues. Un paramètre particulièrement important à analyser, car plus que le roulis latéral, c'est ce tangage qui provoque le mal de mer chez les passagers. Dans cet essai, on teste d'ailleurs des stabilisateurs à l'arrière de la coque pour réduire ce tangage. Toutes les mers du monde peuvent être reproduites dans ces bassins. D'énormes batteurs génèrent à cet effet des vagues pour recréer tous les types de houles. De la moindre vaguelette à la plus forte tempête qu'affronte ici la maquette d'un chalutier. Autre type d'essai, les essais de giration. Un immense bassin circulaire permet de faire évoluer des maquettes radiocommandées. On s'intéresse ici à la manière dont le bateau peut virer de bord. En effet, plus le virage est serré, et plus l'angle que prend le bateau, ce qu'on appelle la gîte, est important. Où se situe la limite de stabilité? Des signaux lumineux, disposés sur des mâts, sont suivis à la trace par des caméras vidéo. La trajectoire du bateau est ainsi reconstituée et analysée. De cette façon, on détermine la distance dont le bateau a besoin pour effectuer son virage sans pencher dangereusement. Tous les engins susceptibles de flotter sont testés au bassin des Carènes. Ici, un client étranger voulait savoir si ce char amphibie AMX-10 pouvait tirer tout en circulant sur l'eau. Réponse, le recul du canon, trop important, ferait couler le char. D'autres clients, tout aussi soucieux de la stabilité de leurs engins, commandent en permanence des essais. Mais le bassin des Carènes est avant tout un organisme militaire. On y réalise ainsi des études très poussées sur le comportement des sous-marins quand ils font surface. En effet, la plupart des sous-marins ont des problèmes de tangage, et ce pour une raison simple, leur coque a plutôt été prévue pour les profondeurs
que pour affronter les vagues de surface. Point sensible, la proue du sous-marin. Elle doit assurer la meilleure pénétration possible dans l'eau et préserver le sous-marin de son pire ennemi, le bruit. La forme idéale, c'est une demi-sphère. C'est celle qui provoque le moins de perturbations à la surface de la coque et donc génère le moins de bruit. Mais la principale source de bruit reste celle provoquée par l'hélice. Dans son sillage, l'eau se met à bouillir à cause de la dépression créée par le mouvement des pales. C'est la cavitation, qui se traduit par la formation de bulles d'air et ce bruit caractéristique. Les bulles proviennent de l'air, toujours présent dans l'eau, jusqu'à 80 mètres environ. Elles peuvent se former à des endroits différents selon la forme de l'hélice. Donc on tente de rendre le sous-marin repérable par un ennemi, elles réduisent l'efficacité de l'hélice et provoquent son usure prématurée. C'est pourquoi on teste en permanence de nouveaux profils d'hélice pour réduire cette cavitation. Dernière phase des tests, les essais dans des lacs ou en mer. Contrairement aux apparences, il s'agit toujours de maquettes. Ce bateau d'apparence anodine est en fait une maquette à l'échelle 1/20 du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Elle est bien sûr bourrée d'instruments de mesure et ce n'est qu'après cette ultime phase d'essai que la construction de la coque a pu être lancée. Difficile d'imaginer que cette maquette sera un jour un porte-avions De plus de 200 mètres de long. L'erreur, aujourd'hui, celle du lys de mer, un fossile de plante marine dont on s'est aperçu, premièrement, que ce n'était pas un fossile, deuxièmement, que ce n'était pas une plante, mais un animal. Comme quoi, il faut toujours se méfier des classifications trop hâtives. Paris, la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle. C'est ici que se trouve une collection de fossiles étranges, les crinoïdes ou lys de mer. Ces créatures qui tapissaient les fonds marins au temps des dinosaures ont tout du végétal. Une longue tige, terminée par un calice, des racines pour s'accrocher au sol. Mais ces organismes ressemblent aussi aux étoiles de mer et aux oursins. Alors, animaux ou végétaux ? Au début du 19e siècle, faute de mieux, on les classe dans un groupe hybride, les zoophytes, littéralement les animaux-plantes. On en est là un siècle et demi plus tard, quand soudain, au cours d'une plongée, une capsule américaine tombe à 200 mètres de profondeur sur une prairie de lys de mer. On les croyait disparus depuis 100 millions d'années, ils survivent toujours dans l'obscurité des profondeurs abyssales. Leur observation le confirme, ce sont bel et bien des animaux. Au centre de leur calice, une bouche leur permet d'avaler la nourriture amenée par les pétales, en fait des bras. Si vous êtes toujours sceptique, regardez cette image. Non seulement les lys de mer sont des fossiles bien vivants, mais en plus, ils marchent. Dans quelques semaines, la plupart de vous seront en train de se baigner sur une de nos plages. Mais au fait, l'eau dans laquelle vous allez plonger est-elle propre? Comment mesure-t-on la qualité de l'eau? Et de quelle manière une eau de mauvaise qualité menace-t-elle notre santé? L'enquête de E = M6, bain de mer, bouillon de culture. Le soleil au zénith. Plage, soleil, sable brûlant, en été, le bonheur c'est simple comme un bain de mer. Pourtant, même si l'eau est bleue et transparente, elle n'est pas toujours suffisamment propre pour une baignade sans risque. C'est pourquoi, depuis 1972, les ministères de la Santé et de l'Environnement font faire des analyses sur tous les sites de baignade. En tout, plus de 30 000 prélèvements ont été faits aux 3 536 points de contrôle, la plupart au cours de l'été.
Les résultats pour 95, publiés en avril dernier, reprennent donc des mesures faites il y a un an, entre le 15 mai et le 15 septembre 94. Bonne nouvelle, 91% des plages ont une eau conforme aux normes européennes. Dans les années 70, une plage sur deux seulement était dans ce cas. Pourtant, malgré de gros efforts, 11 points noirs subsistent essentiellement dans le Calvados et dans la Manche. Une situation moins favorable qu'en 93, où l'on ne recensait que 2 points sensibles. Situation moins brillante encore pour les lacs et les rivières. 53 sites ont une eau impropre à la baignade, un chiffre stable depuis 2 ans. La principale cause de pollution part d'ici. Ce sont en effet nos propres déjections qui contiennent les bactéries dangereuses pour la santé des baigneurs. Parties de nos intestins, leur domicile habituel, elles vont voyager jusqu'à la mer par le réseau des égouts. Parmi ces bactéries, aucune n'a de conséquences mortelles, mais plusieurs peuvent provoquer des problèmes digestifs, des irritations ou des allergies plus ou moins graves. En tout, 55% des interdictions de baignade sont donc provoquées par un mauvais assainissement des eaux usées ou par l'absence totale d'assainissement. En effet, jusque dans les années 70, ces rejets allaient directement à la mer sans aucun traitement. Exemple, ce tuyau qui transportait les eaux usées d'un grand hôpital varois. Depuis quelques mois, ce système archaïque a heureusement été remplacé par une station d'épuration raccordée au réseau de la commune. Autre exemple, beaucoup plus inquiétant, la ville de Toulon et ses alentours. Au total, près de 500 000 habitants, dont 4 sur 5 ne sont actuellement reliés à aucun système d'épuration. Leurs eaux usées sont simplement collectées et évacuées par un gros tuyau au large de la côte. Une station d'épuration est en cours de construction à quelques kilomètres du centre, sur le cap Sissier, mais elle ne sera pas achevée avant février 96. En attendant, les mouettes sont toujours à l'affût des rejets de la ville. Pourtant, malgré l'absence de stations d'épuration, il n'y a pas plus de contrôle sur les plages de Toulon que sur celles des villes voisines mieux équipées. Nous avons donc demandé aux agents de la DAS de réaliser pour nous, avant la saison, une analyse de l'eau de mer, direction Sanary, où le prélèvement est effectué dans les conditions habituelles. Pour être valable, l'échantillon est récupéré dans un flacon stérile et il est transporté dans la glace. Le but est d'éviter le développement des bactéries dans l'échantillon. Transport immédiat au laboratoire d'analyse au centre de la ville. Là, on va essayer de déceler la présence dans l'eau de 2 espèces de bactéries qui serviront d'indicateurs de la concentration générale en bactéries de l'échantillon. Mais pour compter ces bactéries, il faut en avoir suffisamment. On va donc mélanger l'eau de mer sur ces microplaques à des éléments nutritifs et mettre le tout bien au chaud dans un incubateur. Des conditions idéales pour que les bactéries se multiplient, pour peu qu'il y en ait eu au départ dans l'échantillon. Après 36 heures de couveuse, on peut facilement observer le développement des bactéries et en déduire le nombre initial. Résultat de notre analyse, l'eau est de bonne qualité conformément aux mesures de l'été dernier. Explication, les vents dominants, comme le Mistral et surtout les courants, mettent les baigneurs à l'abri. Il y a des courants marins qui sont beaucoup plus puissants, qui emmènent ces pollutions au large, dans les marges de concentration que l'on veut respecter pour la baignade. Il est certain que si l'on voulait faire de la thalassothérapie, et ça a été le cas, les eaux ne sont pas compatibles avec une bonne qualité pour faire de la thalassothérapie. Les particularités locales peuvent donc expliquer en grande partie les différences de résultats, parfois à seulement quelques kilomètres de distance. Ainsi, alors que l'eau est d'excellente qualité au Havre, pourtant grande ville portuaire, elle est imbaignable à Merville-sur-Mer, à quelques kilomètres de là. Les vents, les courants ou la forme des côtes influent en effet sur le déplacement des pollutions. Quant aux très nombreux points noirs de la Basse-Normandie, ils sont dus à 2 raisons essentielles. Un mauvais état de l'assainissement et une pollution générée par la pluie qui lessive les sols pollués et transporte donc cette pollution vers les plages. Étrangement, le nombre de prélèvements joue aussi un rôle.
la méthode de calcul est telle que plus une municipalité en fait réaliser et plus la tendance de départ est accentuée. Nice, qui a compris cette astuce statistique, obtient donc de meilleurs résultats que ses voisins. Les autres formes de pollution, comme la pollution chimique, ne sont pas prises en compte pour la qualité de l'eau de baignade. Hydrocarbures, métaux lourds, mercure ou chlore ne sont en effet pas directement dangereux pour le baigneur. En revanche, d'autres organismes comme l'Ifremer mesurent régulièrement ces pollutions, notamment sur certains poissons tests, comme le dragonnet, dont le foie est un bon indicateur. Mais surtout, l'Ifremer mesure cette pollution sur les coquillages. Une moule filtre jusqu'à 300 litres d'eau par jour. Son organisme peut donc emmagasiner une grande concentration de polluants et de bactéries. Celle-ci, par exemple, la Dinophysis, est responsable de gastroentérite. Dernier point, le bilan annuel des pouvoirs publics ne tient pas compte de la propreté du sable. Raison invoquée, c'est une matière trop remuée et trop changeante pour être efficacement analysée. Il est vrai qu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a montré qu'il était à l'origine d'un problème de santé publique. J'espère que tout ça ne vous aura pas dégoûté de vous baigner. Je vous rappelle quand même que la très grande majorité des plages répond aux normes européennes de qualité en ce qui concerne l'eau, donc bon bain. On reste au bord de la mer avec un phénomène bien connu des vacanciers, les marées. Comment ça marche, les marées, juste après la pub. Top Dance 13 25 Tube Dance avec Fun Radio. Top Dance 13. The Beach Boys Greatest Hits, une déferlante de tubes avec Skyrock. Énergie présente Dépêche Mode Total Live. Le concert historique de Dépêche Mode. Dépêche Mode Total Live, tous les tubes de Dépêche Mode. Avant de prendre la mer pour jouer les terreurs, encore faut-il connaître à l'avance l'heure de la prochaine marée haute. Depuis la fin du XVIIe siècle, les marins font des mesures pour prédire avec une précision toujours plus grande les horaires des marées. Un outil indispensable pour les professionnels de la mer qui doivent savoir à l'avance quand sortir en mer et quand rentrer au port. Mais s'il est aujourd'hui facile de prédire les marées avec précision, il est beaucoup plus délicat d'expliquer le phénomène. La première explication vient de Newton et de sa loi de la gravitation universelle. En effet, il est le premier à dire que les planètes s'attirent mutuellement. Autrement dit, la Terre attire la pomme. Mais la pomme attire aussi la Terre, même si c'est imperceptible. Or, c'est cette force d'attraction qui est à l'origine des marées. Comment ? La Lune et dans une moindre mesure le Soleil attirent les masses d'eau des océans. Cependant, ces masses d'eau sont retenues par la pesanteur. C'est pourquoi il y a encore de l'eau sur Terre. Attirée par l'attraction de la Lune, la masse d'eau des océans va former un bourrelet. C'est la marée haute. Mais plus amusant, de l'autre côté de la Terre, aux antipodes, une marée montante va aussi se former. Pourtant, la Lune ne peut pas exercer son attraction des deux côtés du globe au même moment. Que se passe-t-il alors ? Il faut savoir d'abord que la force d'attraction de la Lune n'est pas la même partout sur la Terre. Elle est plus forte du côté le plus proche de la Lune que du côté opposé. D'autre part, la Terre et la Lune forment un ensemble en rotation.
Cette rotation crée sur Terre une force centrifuge symbolisée ici par les flèches jaunes. C'est cette force centrifuge qui va créer une deuxième marée haute du côté opposé à la Lune. Au final, voici d'ailleurs les forces qui s'exercent à tout moment sur Terre. Il y a en permanence 2 marées hautes et 2 marées basses. Allez, on vous remontre le tout. Quand ça tourne, vous le voyez, ce n'est pas simple. Comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et que la Lune tourne autour de la Terre en 27 jours un tiers, cela donne un passage de la Lune au-dessus d'un point donné toutes les 24 heures 50 minutes. Comme il y a 4 marées, 2 hautes et 2 basses, la durée d'une marée est de 24 heures 50 divisé par 4, soit 6 heures 12. Comme chacun sait, les marées n'ont pas toujours la même intensité. Cela est dû à la position respective de la Terre, de la Lune et du Soleil. À la pleine Lune ou à la nouvelle Lune, la Terre, le Soleil et la Lune sont dans un même alignement. La force de gravitation de la Lune et du Soleil s'additionne. Ce sont les grandes marées. En revanche, lorsque la Lune et le Soleil sont l'un haut dans le ciel et l'autre au niveau de l'horizon, les forces d'attraction se retranchent. On a alors de très faibles marées. Mais les marées ne s'expliquent pas uniquement par l'aspiration des masses d'eau par l'attraction de la Lune et du Soleil. Sinon, il y aurait des marées identiques sur toutes les mers du monde. Or, celles de l'océan sont incomparables avec celles de la Méditerranée qui sont très faibles. En effet, l'attraction de la Lune y a beaucoup moins de prise qu'au-dessus d'une surface de la taille de l'océan. La masse d'eau qui se soulève crée une onde. Un peu comme lorsque vous sortez de votre baignoire, l'onde se propage et vient ricocher sur les bords. C'est le phénomène de résonance. L'onde de marée vient également rebondir sur les côtes, ce qui explique que les marées ne soient pas de la même intensité partout, puisque toutes les côtes ont une forme différente. Ainsi, au Mont-Saint-Michel, les côtes françaises et anglaises forment un véritable goulot d'étranglement qui amplifie les marées. Ici, la vitesse de remontée de l'eau lors des marées d'équinoxe peut atteindre les 40 km/h, c'est-à-dire la vitesse d'un cheval au galop. Voilà, alors si vous voulez vous promener sur la mer, indépendamment de la marée haute ou basse, je vous conseille ce jet boat, autrement dit ce bateau à turbine. Celui-ci s'appelle le Speedster. Il présente beaucoup d'avantages par rapport à un bateau à hélice classique. Premier avantage, la sécurité. Du fait justement de l'absence d'hélice, elle est totale pour les plongeurs et les nageurs à proximité. Deuxième avantage, grâce à ces 2 turbines, ce bateau se comporte exactement comme une voiture. Il vire à plat. Voilà, il s'appelle donc le Speedster. Il emporte 4 personnes et il grimpe très facilement à plus de 80 km/h. Et dernier avantage, vous allez le voir, du fait de l'absence d'hélice, il permet d'accoster très facilement sur une plage. Vous l'avez compris, aujourd'hui, passage en revue de tous les objets qui vont vous permettre de passer un été agréable, même si aujourd'hui, malheureusement, le soleil